Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Nous sommes à Saint-Christol-les-Alès dans le Gard, au musée du Scribe, pour découvrir l'univers de l'écriture en compagnie d'un passionné de calligraphie. Vous allez découvrir ça, tout un univers en écriture. C'est parti. Jean-Louis Bonnefille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de ce musée du Scribe à Saint-Christol-les-Alès. Vous êtes enseignant à la retraite. Alors on comprend peut-être un petit peu pourquoi vous avez choisi de parler de l'écriture, un univers de l'écriture ici qui est dédié sur plusieurs salles en l'occurrence. On va faire la visite avec vous. Alors expliquez-nous comment est née cette envie de montrer aux gens la naissance de l'écriture et de tous ces outils utilisés depuis des millénaires. Alors, comme vous avez signalé, je suis enseignant à la retraite, le plus beau des métiers, la retraite, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce musée sur l'écriture et pourquoi Saint-Christol aussi? Le musée sur l'écriture, parce que je suis rentré dans l'enseignement en 68, après un petit peu bouleversement de mai 68, j'ai vu disparaître petit à petit tout ce qui était porte-plume, les bureaux, et j'ai vu en même temps apparaître les premiers ordinateurs, qui pour moi étaient des monstres, des très gros ordinateurs, sur lesquels d'ailleurs j'ai eu les premières informations. Et là je me suis dit qu'on était en train de perdre quelques valeurs fondamentales de l'enseignement et de l'écriture. Et je crois que maintenant, 30 ans ou 40 ans après, je n'ai pas tout à fait tort. Et c'est une collection que vous avez rassemblée justement sur une quarantaine d'années. Voilà, ça fait 43 ans que je collectionne. Tous ceux qui touchent à l'écriture au point de vue support, au point de vue instrument, et aussi tous ceux qui touchent à l'école, l'école ancienne. Mais pour le moment, il n'y a pas d'ordinateur dans le musée, ni de stylo-encre. Alors les seuls instruments un petit peu voilà, électroniques, c'est ceux-là. Les seuls instruments modernes, c'est pour faciliter la visite des visiteurs et surtout avoir plusieurs langues pour les commentaires. C'est l'audioguide qui permet de faire la visite dans de très bonnes conditions. Et c'est ce qu'on peut voir dans les vitrines, notamment avec des numéros pour se repérer. Alors on va vous suivre peut-être dans la première salle, qui elle est dédiée à quoi exactement? La première salle, ce sont les supports d'écriture. Donc c'est la première vitrine ici que j'appelle moi les supports difficilement transportables parce que soit c'est lourd, soit c'est encombrant. Et on voit aussi apparaître les premiers signes d'écriture, comme les hiéroglyphes, comme l'écriture sumérienne, des supports comme le bois, les poteries bien sûr, les feuilles de palmier, toutes sortes de supports qui étaient, comme je répète, difficilement transportables. Qui étaient forcément un peu plus lourds que le papyrus, qui était plus lourd, surtout encombrant. Qui est venu un peu plus tard. Alors là, on est dans la salle dédiée au papyrus, c'est ça? On nous explique. Papyrus, parchemin et papier de toutes sortes. Non seulement on découvre les supports, mais on découvre aussi leur procédé de fabrication. Donc ici, le papyrus, on montre aux enfants la plante de papyrus à l'état brut, quand on vient de l'accueillir, et on explique étape par étape comment on fait pour arriver à obtenir une feuille de papyrus à partir de la plante. Alors on a vu le papyrus, mais il y a aussi le parchemin, les étapes de fabrication également. On a la chance de découvrir ici tout un matériel qui permet de faire le parchemin. Pour une raison simple, c'est que j'ai eu le plaisir de connaître le dernier parcheminier qui était à Leroux, qui travaillait à la méthode du Moyen-Âge. Et à son décès, j'ai récupéré tout son matériel. Donc, vous avez ici un cadre qui permet de tourner les pots, qui a plus de 300 ans. Notre le coin là-bas, qui est un peu moins vieux. Et puis tout le matériel qui permet de travailler la peau. Alors ce sont des peaux de chèvre tendues alors hein? Voilà, ça c'est du mouton, ça c'est du mouton aussi, ça c'est de la chèvre. D'accord. Voilà. Et ce que je présente ici, ça vient de Richard de Bas à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Alors là aussi, j'ai même la maquette qui permet d'expliquer aux enfants comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez une hoge ici, alors ça, bien sûr, c'est une maquette, qui est pleine d'eau et de chiffon brut. Et ici, vous avez une série de maillets qui vont frapper pendant des heures et des heures là-dedans, actionnés par une roue à aube qui se trouve ici. Et voilà, pendant 48 heures, ces maillets vont frapper les chiffons qui, d'heure en heure, vont devenir une pâte à papier. D'accord. La fabrication du papier en miniature. Voilà, quand je dis aux enfants, on arrive à obtenir presque une purée mousseline de chiffon. On poursuit notre visite du musée du Scribe à Saint-Christol-les-Alès. Alors plusieurs salles, on l'a dit. C'est sur combien de mètres carrés d'ailleurs le musée? 450 mètres carrés. 450 mètres carrés, donc il y a de l'espace. On arrive dans quelle salle alors ici? Il y a de l'espace, mais c'est encore trop petit. Vous avez trop de choses? Alors on arrive dans la salle des encriers. On dirait des objets vraiment de décoration quand on voit les chevaux là. C'est vrai que c'est très soigné au point de vue décoration, mais c'était des objets fonctionnels qui étaient très soignés. Alors là c'est de la porcelaine? Alors là il y a la porcelaine de terre cuite.
Ils sont classés comment en fait, par ordre d'ancienneté? Ils sont classés par ordre d'ancienneté et surtout par matière. Donc si on veut voir quelques belles pièces, vous avez ici la série escargot qui est très belle. Donc celui-ci est en position fermée. Quand vous voulez écrire, vous faites pivoter l'escargot et il vient à cette position ici. D'accord. Donc le fait de le fermer évite de la poussière dans l'encre, évite une mouche, vous allez prendre un petit bain. On garde l'encre propre. Et puis éviter aussi l'évaporation de l'encre, parce que l'encre s'évapore assez rapidement. Alors pour les avoir utilisés, est-ce qu'il y a des récipients plus faciles d'utilisation? Non, quel que soit le récipient, il faut tremper le porte-plume dedans. Alors, par contre, il y en a qui ont des sécurités de trempage, on ne peut pas tremper le porte-plume, on ne trempe que l'extrémité de la plume. Et alors là, d'autres matériaux complètement différents, là, on passe... C'est tout à fait différent. Là, vous avez des très beaux émaux de Longwy. Alors, il y a eu aussi des époques où on a essayé de moderniser. Par exemple, vous avez celui-ci qui est très beau avec la pendule. Comme ça, on sait à quelle heure on a écrit. Oui, ça permet d'avoir l'heure sous les yeux. C'est mémoire. Il a quand même un petit inconvénient, c'est que cette pendule a un moment de 36 heures. Alors, autrement dit, chaque 36 heures, il faut le remonter. D'accord. Mais elle marche très bien. C'est du régule. Alors, les numéros que l'on voit à l'intérieur des vitrines, on peut le rappeler, peut-être c'est pour les audioguides. C'est pour l'audioguide, voilà. Et les couleurs permettent d'avoir des compléments sur une méthode de fabrication, sur un élément précis. Des détails plus ou moins complets, d'accord. Dans cette vitrine, d'autres éléments qui permettent de dater un petit peu les encriers. Vous avez ici un ensemble en bronze avec le tampon buvard et l'encrier et le coupe-papier. Le tampon buvard, ça veut dire que le buvard est né à ce moment-là. Et là, on est en fin 19e, début 20e, avec le tampon buvard. Vous avez également au fond de la vitrine, là-bas, un très bel encrier avec un repose de porte-plume. Là aussi, un symbole un petit peu, je vais dire, de richesse, de standing. C'est pas tout le monde qui a les encriers comme ça. Ce qui permettait de poser 2 ou 3 porte-plumes équipés de plumes différentes. D'accord, donc ça c'est la classe supérieure. Voilà, c'est la classe supérieure. On arrive à une vitrine qui est beaucoup plus moderne, puisque ce sont des marbres. Et puis là aussi, on voit arriver des calendriers qui sont fixés sur l'encrier. On voit arriver, bien sûr, le tampon buvard, comme on a déjà vu, mais aussi le petit classeur pour mettre le courrier à préparer ou à envoyer. Et l'époque du marbre, 1930, 1935, 1940, l'époque où les grands-mères avaient des grands lions ou des grands chiens sur les buffets. Quelle est la pièce qui vous impressionne le plus, vous, dans cette collection précisément, celle-ci ici? Honnêtement, j'aime tout. J'aime tout, mais c'est vrai que j'ai quand même quelques... Chaque fois qu'on découvre une pièce comme ça, c'est... Mes chouchous, ce sont les escargots. D'accord. À l'époque Napoléon, ce sont mes chouchous. Les petits chouchous, c'est les escargots. J'en ai des chouchous quand même, j'en ai d'autres, mais ça et puis les écritoires, on va voir plus tard, là, les très beaux écritoires, ce sont de très très belles pièces. Alors, c'est une des pièces préférées, hein? Oui, c'est une très belle pièce. Hein. Une pièce magnifique. Préférée aussi, mais bon, très belle pièce. Ce sont des écritoires. Alors là, on est en présence d'un écritoire anglais sur lequel j'ai posé une plume qui a été faite par une indienne qui retrace toute l'histoire de l'écriture. Oui, on parle des dessins dans les grottes et on arrive jusqu'à arrobase. Oui. Tout le développement de l'écriture avec l'écriture cuniforme, les hiéroglyphes, l'écriture romaine, la gothique, la caroline, et on arrive ici à arrobase. Il faut savoir que tous les écritoires ont un tiroir secret. Ici, donc, ça c'est pour être le courrier. Hein. Ici également. Okay. Là, vous avez l'encrier. Là, vous avez le poudrier. Là, vous avez le système est tout de même. Vous appuyez dessus, d'un côté, ça se soulève parce que vous avez un plan incliné ici, ce qui permettait de mettre des porte-plumes et des plumes. Ici aussi, des boîtes à plumes. Et le tiroir secret, celui-ci, chaque écritoire a un système différent. Et celui-ci, il s'agit d'appuyer sur l'encrier ici pour ouvrir ce petit placard. Et derrière, ça fonctionne à merveille. Vous avez des petits tiroirs qui permettaient de cacher les petits secrets. Oh, c'est pas des petits secrets. C'est pas des petits secrets, c'est des pièces qu'on donnait à l'écrivain public. C'est des pièces qu'on donnait à l'écrivain public. C'était plus ou moins interdit, mais là, ça permettait de cacher. D'accord. Alors, une autre vitrine que vous voulez me faire découvrir, c'est celle-ci? Voilà, une vitrine qui comprend que des objets de voyage.
Donc là, vous avez de très très belles pièces. Je vais vous expliquer, parce qu'il y en a quelques-unes, si on ne explique pas, on ne peut pas comprendre. Vous avez notamment cette pièce-là, qui date à peu près de 1780. Donc ici, vous avez... Ça c'était d'abord utilisé par les notaires pour aller faire un testament sur les deux morts. D'accord. Ou par le curé pour porter ses monctions. Donc quand on regarde cette pièce... C'était pas bon signe. C'était pas bon signe. Donc vous avez ici l'encrier, vous avez ici le supplume, et ici, il manque le petit caoutchouc qui ferme les deux couverts, c'était les vieux saintes. Là, vous avez le petit porte-plume, c'est tout à fait le début des porte-plumes. Et là, vous avez la bougie, parce qu'on est à l'époque où il n'y a pas encore la croix. Voilà, donc c'est quelque chose qui est parce que, comme je me fais plaisir d'expliquer aux enfants, c'est qu'aujourd'hui, on va chez le notaire, on va chez le médecin, on va chez le curé. Alors là, il se déplaçait à domicile. À cheval à domicile, et souvent, il arrivait dans des fermes où il n'y avait même pas de quoi écrire, ni de papier, ni de matériel. Donc il arrivait avait à son propre matériel. Le nécessaire. Voici une belle pièce. Alors, il faut être un collectionneur un peu averti quand on voit ça, parce que quand on voit ça dans une brocante ou dans une caisse plus ou moins de ferraille, il faut savoir que c'est l'encrier. Moi, j'ai l'avantage de posséder beaucoup de catalogues anciens, soit de fabricants, soit de revendeurs, qui me permettent de savoir ce qui existe. Donc ici, vous avez un encrier, d'accord. Vous retirez ici la partie qui permettait de fumer la pipe, vous la retournez, vous avez un crayon à papier. Vous sortez l'ensemble de son fourreau ici, et de ce côté, vous avez le porte-plume. C'est le couteau suisse. C'est vrai, c'est le couteau suisse. C'est le couteau suisse de l'écriture. C'est une pièce datée de quelle époque, vous m'avez dit? Oh, ça, c'est 1910, 1900. Voici un nécessaire de voyage en forme d'œuf. Quand vous ouvrez ici le couvercle, vous avez à l'intérieur, vous avez le petit encrier. Alors, toujours le même principe, hein. C'est un bouchon qui actionne la bouteille, qui est monté sur un ressort et qui permet de faire l'étanchéité. Et ici, la hanse ferme votre encrier. Vous avez également ici deux porte-plumes. Évidemment, c'est des miniatures, mais ça permet quand même d'écrire. Je crois que ça y est note ici. Différentes tailles. Ça, c'est le crayon. Voilà, le crayon. Et puis, il doit y avoir encore un autre porte-plume ici. Voilà. C'est une vraie poupée russe. Ah, c'est un peu. Et puis là, vous avez la petite gomme qui est montée sur le même support qui est ici. C'est plus joli que les trousses de maintenant, quand même. Ça fait envie, hein. On a envie de s'y remettre. Il faisait du fonctionnel, mais du joli en même temps. De jolis matériaux, de jolies formes. Très fonctionnel, hein. Très pratique. Dans le territoire, c'est l'heure de notre rubrique métier d'art. Nous sommes en compagnie de Niki Neff dans son atelier galerie. Bonjour Niki. Bonjour. Alors votre spécialité, c'est de peindre avec les mains, oui, les doigts. Oui, avec toute la main. Alors je travaille d'abord le fond, mais je vous montrerai tout à l'heure un fond, avec la paume de la main, et puis après je travaille avec les doigts. C'est-à-dire que c'est assez difficile parce que, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très sale, donc je suis obligée de travailler tout le temps en m'essuyant les mains. La peinture, je la mets là, c'est comme si c'était une palette. D'accord. Et après, je travaille. C'est une question de rapidité des doigts. Hein, parce que si vous travaillez doucement, vous mettez votre peinture comme ça, là, il faut savoir la mélanger rapidement sur la main, en définitive. Alors, un coup le marron est là, un coup le bleu est là, un coup... et ainsi de suite. Et on travaille. Et on fait de la musique avec les couleurs, finalement. Pourquoi avoir choisi cette technique-là, alors? Mon mot-clé, c'est vite. Alors, vite, vite, vite. J'écris vite, j'aime faire les choses rapidement. En fait, moi, je crois que je suis un animal. C'est tout à l'instinct et rapide. Oui, voilà. Et je trouvais que revenir sur la toile, c'était ne pas lâcher son émotion vraiment. Tandis que là, c'est l'émotion du moment, c'est spontané. On peut vous voir justement peut-être commencer là sur les fleurs. Alors là, j'ai travaillé des fleurs.
Les fleurs, c'est la peinture que je travaille de temps en temps. Vous en verrez plusieurs. Par contre, je travaille beaucoup plus la symbolique. Alors la symbolique, il faut un plus grand calme, une certaine musique, et puis un peu s'évader complètement et se laisser guider. Je suis un peu croyante, hein, donc c'est ce qui me dirige un peu. Alors mes palettes sont très sales. Mes tubes sont très sales aussi. Parce que justement, le fait de travailler comme ça, je sais pas, ça me rassure. Tout ce qui est chargé me rassure. Vous voyez, par exemple, là, la fleur, on va pouvoir voilà le doigt. Hein, là. Donc, on la prend comme ça. Mais il y a du blanc qui ressort, là. Vous voyez? Là, je retravaille. Voilà. Là, j'ai donné la forme de la fleur. Maintenant, je vais l'éclairer un peu. Je vais travailler avec une autre couleur un petit peu. Il faut que la peinture soit très épaisse. Après, il est évident qu'il va y avoir du pinceau pour la finition. La finition va être travaillée autrement. C'est-à-dire qu'après, je vais me servir de bâtons, de morceaux de bois, de tout ce qui me tombe sous la main. C'est pas forcément une peinture qui est logique, hein. Moi, j'aime tout ce qui est illogique. Voilà. Du coup, vous l'avez dans la tête, là, ou vous le faites comme ça? Non, parce que je peux très bien avoir un bouquet de fleurs devant moi et peindre un paysage. Quelquefois, je pars avec une idée en disant bon, allez, je vais peindre ça. Et au dernier moment, pas du tout, parce que je suis sur la toile et puis j'ai eu envie de m'amuser avec les couleurs et j'ai joué autrement. Ça, c'est important. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est un tableau qui est commencé, ça, c'est un tableau qui est fini. Alors, le tableau. Donc on voit qu'il y a le moins de relief, on l'enlève un petit peu, on estompe un petit peu cette surface. Voilà. Après, par exemple, là, il y en a un peu trop, on va les jouer avec, par exemple, le dos du pinceau. Vous voyez, qui va vous servir de... C'est forcément logique qu'on utilise le dos du pinceau. Voilà, hein. Mais on va travailler autrement. Mais la base, ce sont mes doigts. Ça, c'est mes mains. Le fond, c'est complètement les mains. Et la fleur, c'est aussi... Alors, c'est facile, la fleur, parce que travailler une fleur avec les doigts, on lui donne quand même la forme. Les personnages, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que quand on travaille les personnages, moi, je travaille les personnages qui sont semi-naïfs. Et c'est une histoire. La fleur, elle n'a pas réellement d'histoire. Pour moi, c'est un jeu de couleurs. C'est différent. Ouais. C'est différent. C'est un jeu de couleurs. La symbolique, il n'y en a pas vraiment. Je ne sais pas si on peut voir, par exemple, ce tableau qui est là. Ça, c'est un tableau qui est pratiquement travaillé tout avec les mains. Alors, celui-ci, c'est la symbolique. Le livre fermé, par exemple, c'est la fin de la vie. On sait. Donc, le livre est fermé. Tant qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les choses, le livre est ouvert. Ça, c'est moi qui aime travailler tout ce qui est la symbolique biblique. Je trouve qu'elle est intéressante. Donc, c'est ce qui vous inspire quelque part. Complètement. Par contre, les gens s'y retrouvent facilement dans une toile. La simplicité des choses, je crois, fait que les gens se retrouvent. Ils ont besoin de se sentir, eux, rassurés par ce qu'ils voient. Donc là, ils comprennent. Si je travaille l'abstrait, pour moi, je trouve ça très chouette, mais je ne suis pas capable de travailler l'abstrait parce qu'il me manque des choses. D'ailleurs, vous le voyez dans ma maison. Elle est très chargée, la maison. J'ai besoin que les toiles soient aussi chargées. J'ai besoin d'être rassurée.